Chers auditeurs, bonjour pour ce 119e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Alors nous sommes là pour en grande partie parler du conflit en Iran qui bat son plein. Cher monsieur Vernochet, où en est-on Au 31 mars, demain c'est le jour des blagues. Pas ce soir, le monde va de plus en plus mal, en tout cas il ne va pas droit, et je me suis donné la peine pour vous de regarder en direct la conférence de presse nullissime de monsieur Peter Hegseth, qui est secrétaire d'État à la guerre, pas à la défense, à la guerre. Ça dit bien qu'on avait des ministres de la guerre autrefois, donc ça veut dire qu'on est en guerre. Minable. Je peux pas dire autre mot. Même les journalistes, j'étais sur BFM, même les journalistes disaient mais il a rien dit. Ben non, il a rien dit parce qu'il a rien à dire. Alors si, il y a une chose importante qui a été dite. Et il l'a répété au moins 2 fois. Nous cherchons un accord, s'ils veulent un accord, il y en a un, ils cherchent l'accord. Ils cherchent à se sortir du merdier dans lequel ils ont plongé la tête la première. Et l'accord, donc, c'est une sorte d'appel, de perche tendue aux Iraniens pour essayer d'échapper à ce qui pour l'instant est l'inéluctable, mais qui sera forcément l'effroyable. Alors aujourd'hui, quel est le rapport de force entre l'Iran et les États-Unis? Est-ce que les États-Unis ont encore le pouvoir de faire peser leurs desiderata? Enfin, les États-Unis, on peut dire que c'est quand même Israël derrière qui joue vraiment ses intérêts. Alors, monsieur Hegseth, mais monsieur Trump l'a dit aussi, 11 000 frappes, 11 000 cibles atteintes. Il est indéniable qu'il y a une supériorité missilière, parce que je suis pas sûr que les avions s'aventurent vraiment à l'intérieur ou dans l'espace aérien iranien. Ils tirent à distance, mais les missiles à longue portée sont en train de s'épuiser. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un F-18 qui a été abattu il y a quelques jours, vendredi dernier je crois, parce qu'ils ont les munitions. Il commence à y avoir pas un manque, mais une véritable pénurie de munitions, comme j'ai déjà dû avoir l'occasion de le dire. Mais sont les intercepteurs de défense antiaérienne ont été les fameux Patriotes, les missiles SAD, THA-2AD ont été rapatriés de Corée du Sud, du Japon, enfin partout où il y en avait, on les a ramenés. Ce qui veut dire qu'il fait pas bon être allié. Ça sert à rien d'être allié puisque on vous dépouille, on dépouille Paul alors qu'on avait tout donné à Paul pour habiller Pierre, qui se retrouve un peu le derrière à l'air. Donc la supériorité aérienne, elle est indéniable. Mais faut-il croire que ce n'est pas efficace, puisque M. Trump a menacé de détruire les centrales des Salmando. Enfin, je ne savais pas que l'Iran était dépendante de cela. Encore que je sais qu'il y avait de très très graves pénuries d'eau à Téhéran même, avant le conflit. Mais les centrales thermiques, les centrales productrices d'électricité, etc., puisqu'il en est là, ça veut dire que ces bombardements, par ailleurs, n'ont pas réussi. Est-ce que les États-Unis ne sont-ils pas en train de tomber sur un os avec l'Iran? C'est indéniable, tout le monde le dit, ils le disent même à LCI. Je ne sais pas s'ils ont vu plus grand que le ventre, mais en tout cas, ils n'ont pas vu ils mènent la guerre encore comme en 1945. On écrase tout, on lamine tout, on fait 70 000 morts en France lorsqu'on débarque, 70 000 morts, hein. C'est le chiffre minimum. On rase une partie de la Normandie, Berlin ressemble à Gaza. C'est une guerre extraordinairement barbare, mais qui fonctionne, hein. On balance de bombes atomiques sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki. Après avoir rasé Tokyo, 100 000 morts en une seule nuit, personne ne parle pire que les 2 bombes nucléaires, hein, le grand incendie et le bombardement de Tokyo. Bon.
Ça, c'était Curtis LeMay qui avait été responsable de cela. Il faut vous rappeler, comme il y avait Bomber Harris sur l'Europe, enfin, ces anglo-saxons sont des gens totalement impitoyables et qui mènent des guerres d'un autre âge. Enfin, c'était d'un autre âge. Voilà. Jean Giscard était un plaisantin à côté d'eux. Alors, oui, ils sont visiblement tombés sur un os. Ils n'ont pas compris que la guerre pouvait changer de visage, pas de nature, la guerre c'est toujours la guerre, et que dans un rapport asymétrique du fort au faible, le faible pouvait, par exemple, bien outillé comme il l'est, viser les bases américaines dans le Golfe, s'en prendre donc aux proxys américains ou à ces pauvres gens, je dis ces pauvres gens, c'est ironique, qui croyaient être protégés par la grande Amérique et qui ne l'étaient pas du tout en fait, qui se retrouvent là eux aussi gros gens comme devant. Je pense que un certain nombre d'alliances, quand cette aventure sera, c'est pire qu'une aventure, lorsque cette tragédie sera achevée, vont revoir leurs alliances et leurs dépendances. C'est valable pour le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Oman, les différentes principautés, encore une fois du Golfe, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas été protégés par les Américains, alors qu'ils avaient payé des milliards de dollars pour l'être. Alors, oui, il y a cette guerre, il y a cette guerre qui vise les centres névralgiques à l'extérieur. On sait que par exemple, il y a à Bahreïn, au Qatar, il y avait deux super radars à 2 milliards de dollars pièce, qui ont été détruits il y a déjà une dizaine de jours. Si on s'en prend alors il y en a qui parlent de loi du talion, mais enfin c'est pas la loi du talion. Quand les Américains ou les Israéliens, il faut dire les Israélo-Américains, bombardent le champ gazier de Pars Sud, après tout le monde pousse des grands cris quand les Iraniens vont bombarder les champs gaziers du Qatar. Ah, c'est la loi du talion, pourquoi dans ce cas-là, c'est mal de se venger, non? Enfin, c'est pas de la vengeance, c'est de la réponse, c'est de la rétorsion, c'est de la réponse. Et il faudrait noter peut-être, en toute justice, rendre à César ce qui appartient à César et voir que les Iraniens sont dans la réponse, dans la réplique, mais ils ne sont jamais à l'attaque, à l'agression directe. Tous les dommages subis à droite à gauche, ils avaient amplement prévenu que les Émirats du Golfe devraient faire attention puisqu'ils prêtaient leur territoire pour des bases. La France pourrait faire aussi la base d'Istres, par exemple, en France, sert au transit assidu des armes vers soi-disant pour défendre Israël, mais en fait c'est pour le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est aussi bien le Liban que l'Iran. Et donc il disait mais c'est ignoble, il touche des gens. Alors ces fameux Émirats sont allés se plaindre au Conseil de sécurité en disant mais c'est une atteinte à notre souveraineté, donc une agression, c'est ignoble. Pas du tout. La Charte des Nations Unies prévoit que ceux qui prêtent leur territoire ou qui prêtent assistance à un agresseur sont considérés eux-mêmes comme des agresseurs. Donc l'Iran agit dans le cadre strict de la légalité internationale, si tant est que ça existe un tant soit peu, et donc dans la légalité. Je pourrais même faire le parallèle avec l'Ukraine. Il y a des dispositions de la charte qui permettent à un État, en l'occurrence la Fédération de Russie et en l'occurrence le Donbass, qui était en Ukraine, qui est toujours en Ukraine d'ailleurs, d'intervenir en cas de force majeure à caractère humanitaire. On peut venir au secours d'une population. Depuis 2014, le Donbass était bombardé régulièrement, des tirs d'artillerie principalement, par le pouvoir central, à savoir Kiev. Il y avait eu,
on dit 14 000, 15 000, 16 000, 17 000 morts. Personne ne les a comptés un par un, mais toujours est-il qu'on avait dépassé, on avait largement dépassé les 10 000 morts. Et donc, en désespoir de cause, la Russie, alors que Mme Merkel et que M. Hollande avaient trahi leurs engagements des accords de Minsk, puisqu'ils ont avoué, l'un et l'autre ont avoué par la suite que c'était une mesure dilatoire, ces accords de Minsk 1 et 2, décembre et février 2014, ou 2015, oui, décembre 2014, février 2015, pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Donc, vous voyez la duplicité aussi des grands démocrates qui nous gouvernent, ou qui nous gouvernaient en ce qui concerne Merkel et M. Hollande. Oui. Et donc, je termine juste pour dire que ce qu'on appelle une guerre d'agression de la part de la Fédération de Russie s'inscrivait dans le cadre légal. Ça a été dit une fois sur la LCI, et l'amiral qui avait sorti cette incongruité a été vite retiré de la liste des invités. Mais c'est la vérité. Encore une fois, ce n'est pas une guerre d'agression. Hein. Nous sommes intervenus en Libye au nom du droit d'ingérence humanitaire. Au nom de la démocratie. Et au nom et du droit d'ingérence humanitaire. De tous mais la Fédération de Russie n'avait pas le droit de le faire. Oui, exactement. Dans la tête du Français moyen, la Russie n'avait pas le droit, admettons. Et alors, toujours dans la même tête de ce Français moyen qui nous écoute certainement, ou peut-être pas, l'Occident a émis des sanctions contre la Russie. Alors, à quand ces sanctions contre les États-Unis ? Ce serait tout à fait légitime. Écoutez, il y a des gens qui sont des gens, des États, des nations. Je rappellerai qu'il y a 200 résolutions qui ont été prises par l'Assemblée générale des Nations unies ou par le Conseil de sécurité, beaucoup moins en ce qui concerne le Conseil de sécurité, mais ça se compte par dizaines, à l'égard et à l'encontre de l'État d'Israël. Aucune n'a jamais été respectée et tout est resté en l'état. L'Amérique a pris la bonne habitude de n'en faire qu'à sa tête. Elle est intervenue en Afghanistan après le 11 septembre avec l'aval du Conseil de sécurité. Les Russes ont considéré qu'ils avaient été très largement trompés, grugés lors de l'intervention en Libye, puisque ça devait être normalement une interdiction aérienne. On devait geler la situation, et ça a été une véritable guerre d'agression en fait. Et donc, je rappellerai aussi le précédent du Kosovo, de la guerre en 99, sans mandat des Nations Unies, donc une guerre totalement illégale, une guerre d'agression qui n'a pas été condamnée plus que ça. Et là, c'est l'occasion d'évoquer Monsieur Jospin, qui est défuncté cette semaine, auquel on a rendu un hommage solennel, pas au Champ de Mars, à l'école militaire ou que sais-je, aux Invalides, brave homme, alors qu'il nous a engagés dans cette guerre sans prévenir le Parlement, sans consulter qui que ce soit de son propre chef. C'était ça, le grand homme socialiste, amoureux de la paix. Et alors que c'était une action, je me souviens, je l'ai entendu, c'est un témoignage de mes propres oreilles. Un journaliste l'interrogeant disait, mais quelle est votre position vis-à-vis du Parlement? Alors Monsieur Jospin, très agacé, parce que c'était une sale bête sur le fond, l'homme des 35 heures qui a ruiné la France. Il faudra peut-être avoir un jour le courage de le dire. Il avait repris une idée, je fais toujours des incidentes, une idée à la fois de Strauss-Kahn et de Madame Aubry. Ils avaient griffonné ça sur une anecdote authentique, sur une nappe de restaurant, et on avait dit, le partage on en a, le travail on en a, mais sauf que les malades dans les hôpitaux mangent en général à la même heure, de même qu'on traite les vaches toujours à la même heure dans ce pays et sous le soleil de Satan. Voilà, donc on a réussi à casser une partie de l'économie française. Merci Monsieur Jospin, c'est pour ça qu'il faut l'honorer si fort. Et donc Jospin avait répondu à la question de ce journaliste sur un ton extrêmement aigre et agacé. Le Parlement sera tenu
sera tenu en temps et informé en temps et en heure. Voilà. Enfin, c'est peut-être pas l'exact libellé de son propos, mais de dire je tiendrai informé. Bon. Voilà, c'est ça la démocratie. On engage un pays dans une guerre sans même consulter le Parlement élu. C'est comme ça. Le Parlement, normalement, c'est la réunion du Sénat, de la Chambre haute et de la Chambre basse. Mais là, en l'occurrence, sans même avoir consulté l'Assemblée nationale. Et nous pouvons reconnaître juste une chose à Jospin, une phrase qu'il a prononcée bien après avoir quitté la politique, où il dit que le Front National n'a jamais été un parti fasciste et qu'il n'y a jamais eu un risque fasciste en France et que tout antifascisme n'était que du théâtre. Tout à fait. Il a dit, je vous remercie, Monsieur V, de faire ce rappel opportun et utile et nécessaire, mais il aurait peut-être pu s'en rendre compte et le dire quand il était Premier ministre. C'est éviter, au lieu d'entretenir un climat qui s'exaspère. Aujourd'hui, on l'a vu avec les dernières élections municipales, un sourd climat de guerre civile. J'ai écrit d'ailleurs un livre que je vous recommande, La guerre civile froide. Ça fait longtemps qu'on tient les Français opposés les uns aux autres, alors qu'on est tous dans la même barque, voire dans la même galère, et qu'on devrait se serrer les coudes pour essayer de redresser la barre et remettre ce pays dans le droit fil du courant de l'histoire. Alors, nous avons compris que les États-Unis ne subiraient jamais de sanctions. La morale dans ce monde va à deux vitesses, il faut bien que vous le compreniez. Enfin, si vous nous écoutez, c'est que vous l'avez compris, mais n'hésitez pas à le partager, à l'expliquer aux gens autour de vous. Alors, Trump avait promis que cette guerre ne durerait que 4 jours. Tout le monde l'a oublié. Mais alors, ils sont en train de s'enliser. Ils n'ont toujours pas de troupes au sol, mais est-ce que ça pourrait advenir ? Alors, tout est possible. Il y a un projet qui est clair. Alors, on parle beaucoup de l'île de Cargue, mais ça m'étonnerait parce que l'île de Cargue est au fond prendre le terminal pétrolier, la bouche par laquelle le poumon pétrolier de l'Iran. Mais on peut peut-être prendre l'île de Cargue en parachutant des troupes, mais après, il faudra la tenir. Je pense que c'est un leurre. Il y a différentes, c'est Abou Moussa, je ne sais plus. Il y a 3 petits îlots, même 4, qui, dans le détroit d'Ormuz lui-même, permettraient peut-être de le tenir. Mais ce sont des opérations risquées. Très risqué, il y a petite tombe et grande tombe, des noms prédestinés, et tout le monde semble unanime, en tout cas extrêmement consensuel pour dire que ce serait suicidaire que de lancer des opérations. Mais peut-être veut-il sortir sur un coup d'éclat en disant j'ai réussi ça, j'ai libéré la circulation dans le golfe Persique et tenu avec l'intention de tenir de façon pérenne le détroit d'Ormuz, c'est sa grande tentation. Espérons qu'il ne tombera pas dans ce nouveau piège, puisque je peux renvoyer ceux qui le souhaiteront et verront que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu aussi une bataille pour un détroit qui n'était pas n'importe quel détroit, le passage entre la Russie, par la mer Noire, le fameux détroit des Dardanelles. Et il y a eu une bataille qui s'appelle la bataille de Gallipoli, qui a été remportée par les Turcs. Les alliés, c'est-à-dire Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande et France, sont restés cloués sur les plages. Et ça a été l'un des grands désastres, peut-être pas en nombre, Verdun ou le chemin des dames, ça a été bien pire, mais quand même l'un des grands désastres, l'une des grandes défaites de la Première Guerre mondiale, la bataille de Gallipoli, remporté par celui qui s'appellera plus tard Atatürk, Kemal Pacha, mais qui tenait les hauteurs sur les falaises, je ne sais pas si c'était vraiment des falaises, qui tenait les hauteurs et qui a encore une fois cloué au sol les troupes ayant débarqué. C'est une bataille qui a duré longtemps, qui a été terrifiante. Là, je n'ai pas vu d'experts, même parmi les plus serviles, qui trouvent que la chose était jouable. Comme je l'ai dit,
la guerre a changé de visage. Il est indéniable que les Iraniens ont une supériorité réelle en matière de drones, de dronistique, missilière. On croit que les Iraniens, ça doit être des sortes de sous-développés, des papous, je ne sais pas, mais ils sont, si on regarde dans la très haute technologie, la haute ingénierie, ils arrivent pour les nanotechnologies, ils sont 4e rang mondial. Et ça s'échelonne pour l'ingénierie entre le 4e et le 10e rang. Ils produisent combien, je vais dire une bêtise, mais ils produisent près de 100 000 ingénieurs par an, 70% de femmes. C'est une dictature misogyne, hein, c'est bien connu, patriarcale, misogyne, et tout ce que l'on veut. 70% de femmes. En fait, ça, le chiffre, c'est pas un chiffre, mais c'est cumulé. L'Iran produit plus d'ingénieurs annuellement que la France et l'Allemagne cumulées. Donc ça donne quand même la mesure, je ne dis pas de l'avance, mais de la non-arriération technique de l'Iran, sa préparation. Il faut dire aussi, il faut quand même saluer, je ne sais pas si on peut parler de résilience dans ce cas-là, ça fait 40 ans d'embargo, de blocus, depuis les années 2010, un blocus extrêmement sévère, de plus en plus sévère, ils sont étranglés et ils continuent quand même à se développer, à vivre, sauf que là, Monsieur Trump visiblement avait l'intention de les ramener à l'âge de pierre. Mais Monsieur Trump, dès le départ, au bout de 8 jours, multipliait les communications, les déclarations pour dire qu'il était prêt à déclarer, que la guerre était déjà gagnée. Il le dit, il le répète, nous sommes les plus forts, les plus grands, les plus beaux. Ce qui est vrai dans l'art de bombarder, de détruire, ça ils sont les meilleurs. Mais dans l'art de maîtriser et de remporter une véritable victoire, ça c'est tout à fait autre chose. Et là il dit bon, ils doivent capituler. On a reparlé non pas de capitulation mais de reddition sans condition. Ils attendent que l'Iran se rende. On va voir si l'Iran se rend. Hein. C'est pas sûr. Mais l'Iran n'a pas dit son dernier mot, et est loin d'être écrasé. Et on peut parler de Trump et de qu'en pense son opinion publique. Alors, cette fin de semaine, je ne sais plus, c'était samedi ou dimanche, il y a eu 3300 chiffres symboliques. Manifestations à travers les États-Unis, non pas tant contre la guerre en Iran, mais contre la magistrature suprême exercée par Monsieur Trump, et c'était au cri « Nous ne voulons pas de roi ». On n'a pas besoin de king, on veut pas de king, on veut pas de roi. Donc l'Amérique profonde, qui est aussi profondément désinformée, comme le sont les Français, qui considèrent que ce sont des terroristes. Vous avez vu d'ailleurs, incidente, cet attentat grotesque contre la Bank of America dans la nuit de de jeudi à vendredi. Alors il y avait un pétard qui était posé sur une fenêtre. On avait recruté des gamins désargentés, comme je le dis, sur les réseaux. Le poseur de bombes avait été rémunéré 600 €. Enfin bon. Qui va nous faire croire qu'il y a eu une tentative de quoi? Et c'était évidemment, tous les journalistes se sont engouffrés dans la brèche en disant que c'était l'Iran qui portait le terrorisme chez nous. Moi, je connais qu'un seul État terroriste, ou deux. Ceux qui bombardent, ceux qui affament et qui ont détruit la bande de Gaza, ceux qui viennent de tuer volontairement, délibérément et en toute conscience, en toute connaissance de cause, de tuer 3 journalistes, mais ils étaient pas catholiques. Les journalistes, c'était des musulmans, des arabes, au Liban. On sait que dans la bande de Gaza, mais là aussi les journalistes occidentaux ils n'y étaient pas bienvenus, ils étaient même tout à fait interdits, mais on a tué plus de 250 journalistes de pays qui n'étaient pas engagés directement dans le conflit, notamment des équipes d'Al Jazeera, etc. Pourtant, Al Jazeera, c'est le Qatar, et le Qatar est allié des États-Unis.
et d'Israël. C'est là où se déroulaient les négociations entre Israéliens et le Hamas, et par où transitaient, je termine là-dessus, par où transitaient les fonds qui, sans discontinuer, arrivaient d'Israël vers le Hamas. Et oui, et quel peut être l'avenir de ces petits pays, Qatar, Émirats, les Dubaï, etc., dont on sent qu'ils commencent à se vider de leurs touristes. Alors, si l'Iran ne les envahit pas, pour régler une fois pour toutes, apparemment, ils vont dépérir. Ça a été une sorte de rêve doré. Tout le monde s'est extasié devant les architectures d'une audace folle. Il y a ce fameux crayon, là, le bâtiment, oui, ça ressemble à un crayon, c'est planté dans le sable, c'est pas vraiment impressionnant, c'est bizarre. Je l'ai vu de mes yeux vus. Il n'a pas été démoli par les missiles, mais certains sont tombés à proximité. Je sais pas, on peut pas parler business plan, mais le rêve, encore une fois, d'oasis, de bulles hyper réalistes ou même futuristes qui représentaient je crois, vient d'éclater. Nos influenceuses, toutes celles du monde occidental qui étaient à Dubaï, tout le monde s'est carapaté. Hein, les rats ont quitté, les souris ont quitté le navire, et nos dealers aussi, nos gentils dealers qui allaient couler des jours heureux dans ces oasis. Nos chers dealers bien de chez nous vont pouvoir continuer leur business dorénavant à Saint-Denis, la ville idéale pour eux maintenant. Ah oui, la ville idéale, et dans les quartiers populaires, comme on dit, sauf que personne ne sait, c'est que la Seine-Saint-Denis est l'un, si ce n'est le département le plus riche de France. Parce que les multinationales s'y sont installées. C'est là, j'avais fait une recherche une fois, je crois qu'il y a une grosse concentration de voitures de ce qu'on appelait autrefois le grand tourisme, vous voyez, les Ferrari, les Maserati, tous ces trucs-là. Et donc l'avenir pour terminer sur les Émirats, l'avenir n'est pas brillant. Il va falloir qu'ils revoient leur business plan. Hein. Et qui plus est, un Émirat comme le Bahreïn est à majorité à 80% chiite. Ne pas oublier que ces Émirats, ce sont des familles régnantes, mais très très peu nombreuses. J'ai regardé la composition de l'armée. Alors c'est pas un émirat du plus grand pays de la région, qui est l'Arabie dite saoudite. Il y a effectivement sur 400 000 hommes, il y a 80 000 saoudiens. Hein, mais ils tiennent les postes clés, les cadres, ce sont les officiers, la sécurité, mais tout le reste. Alors j'ai regardé la composition précisément. Ce sont des Marocains, il y a des Yéménites, il y a beaucoup d'Égyptiens, il y a des Soudanais. Ce sont des armées de mercenaires. Il n'est pas dit que ces armées de mercenaires suivraient jusqu'au bout, parce que même mercenaires, ça reste aussi des musulmans. Et même si en face d'eux, ce sont des chiites, des persans chiites, que n'aiment pas les Arabes, et c'est chiens et chats depuis toujours, ça reste des musulmans. Et on reste dans le cadre de l'Oumma islamique, c'est-à-dire de la grande communauté. Et ne pas oublier que Ben Laden est apparu, qui était un agent de la CIA, qui a été largué comme une vieille chaussette à la fin quand les États-Unis ont décidé de se retirer d'Afghanistan la première fois. Il est resté sur le comme un rond de flanc, sur le flanc. Il a été abandonné, mais surtout son action a démarré. Al-Qaïda est né du refus de voir les Américains souiller la terre sacrée de l'islam. C'est ce que je voulais est parfaitement authentique, de voir les petites GIs afro-américaines en short au volant de leur Jeep. Ça affichait, vous comprenez, tout le modèle, toutes les pistémées culturelles et religieuses étaient fichues en l'air. C'était intolérable. Et est-ce que vous imaginez la même chose demain en Iran, cette culture US importée
Est-ce qu'on peut imaginer l'Iran finalement? L'Iran est déjà très occidentalisé, si je puis dire. Ils ont déjà importé beaucoup des vices de l'Occident, mais il faut raison garder. Il y a quand même au moins 20% de la population, ce qui est pas neutre, qui est résolument traditionnaliste, chiite. Les jeunes gens, les jeunes générations sont fascinés par l'Occident, mais partout, partout en pensant que c'est la liberté. Mais la liberté, c'est pas, comme le pensait Monsieur Cohn-Bendit, le droit d'aller à toute heure du jour et de la nuit dans le dortoir des filles à Nanterre. C'est ça le début de 68. Il faut jamais l'oublier non plus. Vivre jouir sans temps mort et vivre sans entrave. Sans entrave et sans temps mort, c'était un slogan situationniste qui remonte qui était sorti un an en 67 au moment de la révolution culturelle chinoise, vivre sans temps mort et jouir sans entrave, à Strasbourg, c'était sorti à Strasbourg, chez les situationnistes. Parce que oui, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, la nouvelle définition de la démocratie ou du monde libre, c'est la liberté de pouvoir changer de sexe, ou la liberté de pouvoir se droguer, se prostituer, ou se faire euthanasier, comme cette jeune fille espagnole. Vous venez de tout dire. Les Iraniens, comment désignent-ils l'Amérique? Ils disent l'Empire Epstein. Et moi-même, je savais beaucoup de choses, mais j'en découvre tous les jours. Je viens de voir des photographies qui ne sont pas truquées, qui n'ont pas été inventées par l'IA, de Monsieur Trump avec de très jeunes gamines, prépubères, dans des positions, des postures qui ne trompent pas sur les relations que pouvait avoir Monsieur Trump avec. C'est pour ça que j'ai aussi. C'était une hypothèse, mais là, qui est confirmée. C'est une des strates. C'est pas la raison qui a fait que Monsieur Trump se soit engagé dans ce conflit inepte, mais ça a été aussi l'un des leviers. Dans le millefeuille des mobiles, des motivations. On sait que aussi c'est la grande lutte contre la Chine, mais la Chine va sortir gagnante. D'abord, elle a beaucoup appris de la stratégie, la Chine, de la stratégie utilisée par les Iraniens. S'il y avait une attaque sur Formose, Taïwan, on ne foncerait pas dans le tas sur les Taïwanais, sur les Formosans, mais au contraire, on toucherait les intérêts américains dans la région. Et Dieu sait qu'il y a des bases. Peut-être que la Corée du Nord serait contente qu'on mitraille un peu, qu'on bombarde la grande base, l'immense base américaine qui est au cœur de Séoul et qui n'apparaît pas sur les cartes d'ailleurs. C'est plutôt amusant, mais c'est comme ça. Ah oui. Et finalement, il faut essayer de penser un peu à long terme. Et après Trump, il va partir. Alors aujourd'hui, effectivement, Trump... mais il va peut-être partir plus vite qu'on n'imagine. Voilà, alors il va partir tôt ou tard, même dans pas très longtemps. On dit qu'il fait n'importe quoi, ce qui est vrai. Mais alors, après lui, il y aura certainement pire. Il ne pourra pas y avoir mieux. Est-ce que le courant porté maintenant par un Nick Fuentes va peut-être faire des petits? Alors pire, normalement, si Monsieur Trump se plante dans le détroit d'Ormuz, il y a de grandes chances que républicains et démocrates s'entendent pour le destituer. Et à ce moment-là, c'est obligatoirement Monsieur Vance. Mais Monsieur Vance, vous pouvez remarquer, s'est tenu quand même en retrait. C'est pas le faucon des faucons. Quand vous voyez les conférences de presse de Monsieur Trump, il est entouré de Monsieur Exet, secrétaire à la guerre, et de Monsieur Rubio, qui est le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères. Mais Monsieur Vance est de côté. Et Monsieur Vance, qui est un illy-billy, c'est-à-dire c'est un petit blanc, il est un petit blanc des Appalaches, je sais pas s'il vient des Appalaches, mais les petits blancs tout à fait oubliés, sacrifiés, enfin le déchet, l'écume humaine de l'Amérique, lui, il est pour une véritable politique de recentrement, d'isolationnisme et de recentrement sur les... Donc il représente plutôt cette droite MAGA qui a été sacrifiée, qui est aujourd'hui en rupture d'ailleurs avec Monsieur Trump.
Et est-ce qu'il aurait ses chances éventuellement avant que Trump soit destitué ou d'être élu à une prochaine élection c'est le remplaçant normalement désigné, naturel, ce qui ne veut pas dire que ça soit automatique. De même que personne ne pose la question, mais j'ai vu hier Monsieur Netanyahou, Premier ministre, quand il y a eu le fameux vote à la Knesset ouvrant un droit de tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, rétablissement de la peine capitale qui n'a jamais été abolie véritablement, mais qui était entre parenthèses en Israël. On voit la caméra passe et on voit Monsieur Netanyahou sourire et qui est assis dans les travées. Qu'est-ce qu'un Premier ministre fait dans les travées? Je pose la question. Alors, on voit la caméra le balaye 2 fois. On dit, vous voyez, il est là, il est bien vivant. Hein. Il est intact. Alors, je vous donne à réfléchir. Consultez l'intelligence artificielle, elle vous dira ce qu'elle m'a dit, l'intelligence artificielle, que l'avion de Monsieur Netanyahou est, depuis le 1er mars, est à Berlin. Il n'y en est pas revenu depuis. Alors, je ne sais pas pourquoi le 1er mars, il n'y avait pas encore les fusées ne perçaient pas, les missiles, fusées, ne perçaient pas le dôme de fer à ce moment-là. Enfin, pas beaucoup. Et l'avion de Monsieur Netanyahou n'était pas menacé. Et d'ailleurs, pourquoi le remiser à Berlin? C'est un peu loin. Alors, il est allé, effectivement, on savait qu'il était allé à Berlin le 1er, mais s'il est allé à Berlin, comment est-il revenu sur un tapis volant, par le train? Il n'y avait pas un mandat d'arrêt international contre lui? Oui, en plus, il y avait un mandat d'arrêt international. Alors, je crois qu'il était allé rencontrer Merz. Pourquoi faire? Pour demander des armes. On s'était posé la question. Alors, beaucoup pensaient qu'en fait, vous savez qu'on peut suivre avec les transpondeurs les avions. Le 19 mars, on voit un avion qui décolle, qui serait normalement l'avion de Monsieur Netanyahou, du Premier ministre, et puis qui s'éloigne des côtes, et puis qui pendant plusieurs heures va faire des ronds. Pas dans l'eau, mais au-dessus des flots, et avant d'aller vers Berlin. Alors, direction, soi-disant, possiblement, je n'ai pas dit probablement, l'hôpital de la Charité. Apparemment, les Européens auraient tous refusé de l'accueillir. Tous ceux qui ont été consultés, aussi bien les Grecs, les Italiens, n'en parlons pas, etc., etc. Donc, on ne sait pas si monsieur, à l'heure actuelle, je donne cette histoire d'avion, si monsieur Netanyahou est vivant, ou s'il est mort, ou s'il est dans un état déplorable. Certains ont même émis l'hypothèse qu'il eût pu être, mais enfin là c'est un peu plus tiré par les cheveux, déposé par une sorte de coup d'État intérieur, puisque son opération, son engagement dans ce conflit est tellement désastreux, pour ne pas dire catastrophique, que aujourd'hui d'ailleurs, ce n'est pas une incidente, mais un prolongement. Il y a un conflit quasiment ouvert entre le Mossad et l'armée reprochant au Mossad d'avoir été incapable d'identifier les ressources réelles et d'avoir poussé au conflit, puisque on sait, on a dit à Trump, ça y est, on y va. D'ailleurs, ce sont les Israéliens qui sont allés, qui ont ouvert le bal en décapitant tout l'état-major, toute l'élite dirigeante d'Iran, que l'on disait se terrer comme des rats dans des bunkers, alors qu'en fait, Ali Khamenei, le guide, n'a jamais cessé de fréquenter son bureau avec sa famille, puisque sa petite fille de 3 ans a été tuée dans le bombardement. Son fils, Mojtaba Khamenei, a été blessé, peut-être même amputé. Personne ne l'a vu depuis qu'il a été nommé à la succession du guide. Personne ne l'a vu en public, personne. Lui aussi. Mais alors, je termine en disant que si Monsieur Netanyahou était, je n'ose pas dire heureusement décédé, ça serait absolument merveilleux, parce il serait beaucoup plus utile mort que vivant, parce que quand les combats vont s'arrêter, quand on comptera ses morts et qu'on relèvera les ruines, bien, il n'y aura pas besoin de jugement de Nuremberg, puisque Monsieur Netanyahou sera le parfait bouc. Le bouc, je dis pas émissaire, puisque c'est lui le coupable, mais on pourra tout lui mettre sur le dos. C'est un truc merveilleux. Je rappelle que Sharon,
responsable du massacre de Sabra et Shatila, perpétré par les phalanges chrétiennes, mais il est resté 8 ans dans le coma. Hein, avant qu'on décide qu'il était utile et opportun de le faire sortir de piste définitivement, il est resté 8 ans dans le coma. Alors on ne sait pas où en est Monsieur Netanyahou aujourd'hui, s'il est vivant ou s'il est mort. Mais la question, je ne sais pas, et moi c'est pas moi qui répondrai, mais la question mérite d'être posée. Et s'interroger ici sur le silence universel, puisque l'information a été diffusée aussi bien au Japon qu'en Chine. Mais nous vivons dans une bulle hermétique, n'est-ce pas? Essayons maintenant de se projeter un peu dans le futur et d'imaginer un avenir. Est-ce que Iran et Israël vont pouvoir continuer à coexister encore des années? Et si Israël disparaissait? Et si l'Iran disparaissait, même si ça paraît peut-être moins réaliste, mais est-ce qu'une disparition d'Israël pourrait être envisageable un jour? Peut-être pas demain, mais dans très longtemps. Visiblement, il s'agit d'une lutte existentielle entre l'Iran et Israël. On ne sait pas très bien pourquoi, puisque on fêtait justement, la guerre a commencé le jour du Shabbat précédent Purim. Purim, c'est le massacre de Haman et de 75 000 Perses. Haman étant le premier ministre, mais on a dit que c'était pas un Perse. Le premier ministre je crois que c'est Assuérus, c'est pas bon du Shahin Shah de l'époque, et donc il y avait quand même des liens entre Israël et l'Iran. Et la Perse antique qui a sorti les Juifs de l'exil babylonien. Enfin, ceux qui voudront peuvent demander à leur intelligence artificielle familière, celle qu'ils mettent sous leur oreiller pour bien dormir, de leur réexpliquer tout cela. Ceci dit, il y a eu des liens très puissants d'armement. L'un des principaux, si ce n'est le principal fournisseur d'armement pendant la guerre qui a duré 8 ans entre l'Iran et l'Irak, c'était Israël. Et qui a envoyé aussi des cadres pour former des pilotes, etc. Regardez ça a d'ailleurs débouché sur le fameux scandale américain Iran-Contra, puisque l'argent dégagé par les ventes d'armes à l'Iran servait à financer la contre-révolution, les maquis contre-révolutionnaires au Nicaragua. Donc ça a été un scandale au siècle dernier majeur. Mais les jeunes générations ne connaissent pas tout ça. C'est pourquoi il y a des vieux qui ont gardé quelques traces mnésiques de ces événements. Donc sur le fond, pour répondre à votre question, sur le fond, il n'y a pas de raison que Israël ou les Israéliens, plutôt qu'Israël, ne s'entendent avec les Iraniens. Les Iraniens, d'ailleurs, n'ont jamais voulu génocider les Juifs. Ce qu'ils veulent, c'est que l'entité sioniste qui occupe la Palestine disparaisse, que la Palestine ne soit plus une terre occupée et martyrisée d'une certaine façon. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, alias Judée-Samarie, puisque la loi qui vient d'être votée hier sur la peine de mort, la peine capitale, s'appliquant illico presto à tous les terroristes, ne s'applique pas aux colons juifs qui vont abattre à vue, tirer comme des lapins les Palestiniens dans leurs champs et dans leurs villages en Cisjordanie. Donc il y a pas de raison en soi, mais là aujourd'hui, dans le cas de figure actuel, Israël joue sa survie. Et l'Iran aussi. Et Israël, il n'est pas dit qu'Israël ne collapse pas, ne chavire pas dans le grand naufrage stratégique, militaire, qui semble pouvoir s'annoncer. C'est pourquoi les Américains voudraient se retirer, voudraient qu'il y ait une négociation qui est quand même largement imaginaire. On voit passer des petites vidéos rigolotes
Monsieur Trump, en Lego, est entouré de petites poupées fabriquées par les Iraniens, entouré de petites poupées blondes et toutes petites, et puis à un moment donné, il se met à transpirer parce que il se rend compte que les choses ne se passent pas comme il l'aurait souhaité. Et les négociations, alors c'est le Pakistan, c'est Oman, mais ce sont des intermédiaires d'intermédiaires. Pour l'instant, il n'y a pas de négociation directe. Et les Iraniens qui ont été trompés à plusieurs reprises, mais notamment à l'occasion de la guerre des 12 jours, qui ont accepté, c'est Ali Khamenei, le défunt guide suprême, qui a accepté un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu était aussi parfaitement trompeur. Et quand la guerre des 12 jours a éclaté, il y avait une négociation qui était très avancée. Et maintenant, j'entendais Monsieur Exed qui répétait ce matin comme un perroquet, comme d'habitude, qui voulait, c'est qu'il n'y ait plus de programme nucléaire, de programme de recherche atomique à vocation militaire en Iran. Mais c'est acquis depuis longtemps. Les Iraniens, les choses étaient extrêmement avancées au moment de la guerre en juin dernier, en juin 2025. Donc, quand l'attaque a été lancée contre l'Iran, les Iraniens s'étaient engagés à dissoudre, à disperser, à réutiliser ici et là, ou à vendre leur fameuse réserve de 500 kilos, 450 kilos d'uranium enrichi à 60%, ce qui n'est pas un enrichissement militaire, c'est 90%. On dit ils peuvent faire des bombes. Mais on nous répète ça tous les jours. Ça fait 47 ans qu'on nous dit non. Enfin, ça fait 25 ans, 26 ans qu'on nous répète que les Iraniens sont prêts de fabriquer une bombe dans la minute qui suit. Mais ça continue et on fait peur, la peur du nucléaire, comme le nucléaire qui a permis de démanteler Fessenheim en France. Mais Fukushima a fait un mort. Il y a eu 20 000 morts, mais c'est le tsunami, et un ou deux morts, je dis un, mais on peut peut-être dire deux. À Fukushima, le nucléaire était pas le risque nucléaire n'était pas des centrales et des techniques de production d'électricité par le nucléaire n'a jamais été en cause. Personne n'avait jamais vu un séisme de magnitude 9 déclenchant un tel tsunami. C'était imprévisible. Bon, voilà. Maintenant, on va le prévoir. Donc, mais la peur du nucléaire depuis Hiroshima et Nagasaki est bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Et l'Iran, le Drakkar, l'Iran qui tue les Français, la rue de Rennes, etc. Comme je dis, moi je ne connais véritablement qu'un seul État terroriste, celui qui affame, bombarde, a tué. Le 28 février, certains ont voulu même y voir une sorte de crime rituel, de sacrifice rituel, les 165 fillettes qui ont été bombardées délibérément là aussi dans une école, puisqu'il s'agissait de terroriser la population. Sauf que maintenant, avec quand même un peu de retard, un mois de retard, les Nations Unies commencent à s'intéresser à ce crime de guerre, parce que c'en est un. Avec des bombes soi-disant super intelligentes, super guidées, et qui ne se trompent pas de cible. Jamais de cible. Oui, c'est assez choquant, impressionnant de voir les quelques vidéos de drones à tête chercheuse. Et on peut voir maintenant la réalité de la guerre en direct, en image réelle. Ce qu'on ne voyait pas avant. Ça fait assez froid dans le dos. Et alors, faisons un peu de science-fiction, disons. Et imaginons si demain, on se réveillait et qu'Israël n'existait plus. À quoi ressemblerait le monde si Israël n'existait plus? Eh ben, il y aurait une terre, il y aurait peut-être un État palestinien, un État pour deux peuples, ou palestiniens, arabes, musulmans et chrétiens. Mais les chrétiens étaient avant les grands conflits de la démocratie galopante, c'est-à-dire depuis 1990, les chrétiens étaient au Proche-Orient, de l'Irak, la Syrie, le Liban, étaient presque 15%. En plus même, et maintenant il reste en Palestine il reste 1% de chrétiens, alors que les Palestiniens au départ c'était une terre chrétienne puisque les Arabes ont commencé par être chrétiens avant d'être musulmans. Alors il y a quand même une hypothèse qu'on n'a pas évoquée, mais qui mérite qu'on s'y arrête 10 secondes. C'est Israël le dos au mur, les fous furieux. C'est pour ça il faut peut-être prier le ciel que
Monsieur Netanyahou soit hors service, mais ces séides sont toujours là. Hein. Celui qui a fait le ministre de l'Intérieur, c'est Smotrich, je crois, qui a fait voter la peine capitale, la peine de mort pour tous ceux qui nuiraient. D'ailleurs, ça va très loin, pas seulement les actes terroristes, mais qui nuiraient aux intérêts de l'État d'Israël. Alors, on ne sait pas si c'est dehors. Vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que l'on nuit aux intérêts de l'État d'Israël en tenant les propos que nous avons eus ce soir? Possible. Tout est possible de nos jours. Alors, si Israël avait le dos au mur et si la clique de fous furieux et même de monstres, il faut le dire, restait à la tête de l'État hébreu, utiliserait-il l'arme nucléaire? Faut se poser la question. Ils en sont capables. Ils l'ont annoncé depuis des décennies. Je rappelle Van Creveld, un grand patron de la géopolitique et de la géostratégie de l'Université de Jérusalem, qui dans la revue Elsevier, qui est très connue, hein, qui est une renommée mondiale, avait envisagé l'usage de l'arme nucléaire au cas où l'existence même d'Israël serait menacée. On ne peut pas écarter complètement l'hypothèse, même si elle semble improbable, même si elle semble extravagante. Il y a quand même cette épée de Damoclès. Autant l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, mais autant Israël en a et n'a jamais ratifié le traité de non-prolifération, n'a jamais eu la moindre inspection de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Donc Israël fait ce qu'elle veut. Israël est au-dessus des lois humaines, divines et cosmiques même. Très bien, et bien sur ces bonnes paroles, prophétiques peut-être. Oui, un peu sinistre quand même. Un peu sinistre. Espérons que l'avenir sera plus gai. Oui, plus souriant. Plus souriant. Gai, je ne sais pas, mais souriant en tout cas. Gai, G-A-I, vous nous avez bien compris. Et bien sûr, ces bonnes paroles, chers auditeurs, nous nous séparons pour ce mois-ci. Je ne peux que vous suggérer d'acheter des livres, surtout ceux de Jean-Michel Vernochet, et surtout le livre... Comprendre la destruction de l'Iran, et surtout nous avons un rendez-vous le 11 avril à Paris, à l'initiative de la section parisienne d'égalité et réconciliation, à laquelle participera Monsieur Jérôme Bourbon pour le 75e anniversaire de son petit journal Dissident. Voilà, et nous sommes aujourd'hui le 31 mars. Et c'est demain la journée des blagues, donc notre propos n'était pas encore tout à fait fantaisiste.